Je vais prendre la parole. Je profite de la mise en place de ma petite vidéo que je vais vous passer pour pour me présenter, parce que j'ai oublié tout à l'heure, on n'est jamais aussi mal servi que par soi-même. Donc je m'appelle Laurent Vidal, je suis colonel de gendarmerie, je travaille au centre de recherche de l'école des officiers de la gendarmerie à Melun. Mon chef, c'est le général Vatin-Auboire, et donc on s'intéresse notamment aux problématiques liées au numérique en général, mais à d'autres choses aussi. On produit sur le site de l'école un certain nombre de documents d'éveil juridique et d'éveil généraliste qui traitent notamment de ces affaires. Alors, je vais vous parler maintenant du maillon faible, entre guillemets, c'est-à-dire de l'individu. Vous savez tous que le plus faible maillon d'une chaîne va déterminer la robustesse de la chaîne dans son ensemble. Quand tout le monde a bien fait son travail et que l'architecture réseau est robuste, que le responsable de la SSI est particulièrement pointilleux et que par conséquent tout est bien blindé dans tous les coins, après il reste l'utilisateur de base, qui peut être lui-même la porte d'entrée tant souhaitée par le hacker. Donc je vais vous proposer ce petit film. Alors c'est un film d'entreprise qui a été primé récemment dans les films d'entreprise sur la prévention justement de la malveillance numérique. C'est le groupe Airbus qui l'a fait et je vais vous le laisser voir, vous verrez, il est très parlant. Voilà. Alors je retourne m'asseoir. Bien, ce petit film didactique est très parlant. Alors il fait partie d'une série de 5 ou 6 films qui ont été faits par Airbus et qui passent en revue un certain nombre de comportements, j'allais dire maladroits ou un peu inconscients que peuvent avoir vos collaborateurs. Comme l'a dit Monsieur Troilic tout à l'heure, ce que cherche le hacker, en fait, finalement, c'est de devenir l'administrateur du réseau. Pour pouvoir s'y introduire, être dedans comme chez lui, en sortir toutes les données qu'il veut et pouvoir les utiliser comme il l'entend. Alors les données, elles ont toutes une valeur, elles sont monnayables. C'est peut-être pas toujours évident pour ceux qui les produisent ou ceux qui les collectent, mais n'importe quelle donnée peut avoir une importance, soit en elle-même, parce qu'elle va permettre de truquer un marché public, parce qu'elle va permettre de voir un peu qui gagne quoi, parce qu'elle va permettre éventuellement de savoir dans quelle école les enfants vont. Mais elle peut également servir simplement lorsqu'on la dénature ou lorsqu'on en bloque l'accès, parce que voilà, c'est ce qui vient d'être exposé avec les ransomware. Ça peut être très handicapant de ne plus pouvoir accéder à un certain nombre de données qu'on a collectées et de ne plus pouvoir les traiter. Alors pour être le maître du monde dans le réseau, eh bien, il faut s'introduire dedans, et là il y a plusieurs manières. Il y a celle qu'a présentée M. Troilic, donc il s'agit de pénétrer le système et puis de trouver une faille et ensuite de s'y glisser.
Alors ça demande une expertise, ça peut être compliqué, mais pas toujours, visiblement. Il y a une autre solution qui consiste à s'introduire sur le site lui-même, c'est-à-dire à poser des gadgets sur les réseaux de connexion, ou bien à s'introduire dans l'entreprise et puis à déposer directement le logiciel malveillant sur un poste. Mais là, voilà, ça implique... on est dans un monde numérique et virtuel, et puis l'implication corporelle, c'est pas forcément toujours la meilleure manière de procéder de ces malveillants-là. Donc, bon, c'est un peu compliqué. Alors, il y a une autre solution qui consiste à trouver quelqu'un qui a, lui, accès de manière libre et légitime au système. Voilà, l'utilisateur. Et là, il y a plusieurs moyens de s'y prendre. Alors, on peut trouver quelqu'un qui va être coopératif à la base, parce qu'il est mécontent. Bien souvent, c'est un puissant outil, une puissante motivation d'action. On a un exemple qui est un peu ancien en Australie, mais un employé qui travaillait dans l'usine de retraitement d'une commune, qui n'avait pas bénéficié de l'avancement qu'il attendait et qui s'est vengé en introduisant dans le système de gestion de son usine de retraitement des eaux un certain nombre de données qui ont provoqué l'ouverture des vannes et la pollution à grande échelle d'une rivière. Voilà. Donc le mécontentement interne est quelque chose qui peut permettre à quelqu'un de sauter le pas, soit pour lui-même à titre de vengeance, mais soit en offrant son service, puisque après tout, pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable, se venger et en plus en retirer une contrepartie financière. Et puis on peut également forcer la main à quelqu'un, donc en exerçant une pression sur lui. Donc là, il s'agit de trouver une faille. Je vais revenir dessus après, mais l'hygiène informatique, l'hygiène de vie informatique dont je vais vous parler, elle couvre évidemment vos pratiques professionnelles lorsque vous êtes dans vos collectivités territoriales, lorsque vous travaillez sur votre réseau, mais j'allais dire, elle s'étend également à votre vie privée. Alors c'est un peu compliqué à entendre et puis surtout à faire entendre à ses employés, parce que la connexion entre les deux n'est pas forcément toujours évidente. Pour autant, je ne saurais que trop vous inciter à être extrêmement prudent, et puis également vos employés, sur la quantité et la qualité des informations qui sont diffusées par ailleurs sur Internet. On a évoqué le sujet un peu ce matin. On vit dans un monde paradoxal où les gens n'acceptent pas finalement que leurs données qu'ils ont confiées à l'administration puissent fuiter dans le monde extérieur, et qui pour autant diffusent de manière volontaire un certain nombre d'informations extrêmement intimes sur des réseaux sociaux, etc., sans que ça les gêne particulièrement. Parce qu'ils ont l'impression peut-être que ça ne prête pas à conséquence, parce qu'ils ont l'impression que le réseau social en question va conserver leurs données de manière bien propre et bien nette, ce qui à mon avis est une grosse illusion. Mais voilà. Et en fait, il y a ce qui s'appelle l'ingénierie sociale, qui est un sport qui est pratiqué par des argousins qui sont extrêmement sophistiqués. L'ingénierie sociale, ça consiste à essayer, alors ça peut marcher sur une entreprise, c'est bien souvent le cas, mais ça peut marcher pourquoi pas sur une collectivité. Ça consiste en fait à essayer de retrouver sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui est ouvert au public, des informations sur des personnes qui travaillent dans une entreprise ou dans une collectivité pour reconstruire par un recoupement d'informations des organigrammes, des fonctions, les relations des uns avec les autres, les autorités supérieures, les subordonnés, éventuellement avec en plus des choses plus personnelles, c'est-à-dire un tel n'aime pas mademoiselle machin, ou bien au contraire, la nouvelle standardiste, elle s'est amourachée du patron, ou que sais-je encore. On retrouve toutes ce sortes de choses, on les trouve sur Internet, sur les réseaux sociaux, parce que les gens ne sont pas très prudents sur ce qu'ils diffusent sur leur entreprise ou sur leur lieu de travail dans les réseaux sociaux. Et une fois que cette recherche a été faite, qu'on a construit donc un organigramme, qu'on a vu quelle était la personne qu'il était intéressant de cibler. Notre collectionneur de nœuds papillons a sans doute pas été choisi au hasard. Si on sait qu'il collectionne des nœuds papillons, c'est qu'on s'est intéressé à son profil Facebook, qu'on a vu quels étaient ses hobbies, et qu'on lui a fait une offre très personnalisée pour le coup, dans le petit film qu'on a vu. Donc cette personne-là, eh bien, on va l'amener en fait progressivement par des contacts successifs à prendre confiance dans un interlocuteur. Ça peut être le cas, c'est ce que dans le privé, c'est typiquement les arnaques aux faux patrons, où on identifie une personne qui a accès
j'allais dire, à la caisse, et qu'on va mettre en confiance par un certain nombre de mails avec des allusions parce qu'on a récupéré des informations à droite à gauche et qu'on va avoir un discours crédible qui va être bâti vers cette personne et qui va lui faire penser qu'elle a bien en face d'elle un interlocuteur qui est celui qu'elle pense. Ça peut être le directeur financier qui est situé dans une autre ville, ça peut être le patron qui est en déplacement professionnel, ça peut être n'importe quoi, et qui va lui demander de faire quelque chose pour elle. Voilà, donc verser de l'argent, ou bien éventuellement, pourquoi pas, faire une manipulation informatique. Donc là, on va avoir finalement un complice involontaire, une personne qui est de bonne volonté, qui croit ce qu'elle lit dans ses mails et qui va agir de manière fausse et qui va entraîner un préjudice directement pour la collectivité ou pour l'entreprise. Donc ça, ce sont des personnes qu'on va amener de manière involontaire à faire quelque chose. Il y a d'autres manières d'introduire, j'allais dire, le renard dans le poulailler. C'est également d'essayer d'introduire des objets qui portent les logiciels malveillants. Alors, c'est dit et répété, je pense, dans vos collectivités, mais sur un réseau qui a vocation à être protégé, on ne branche pas n'importe quoi, on ne branche pas sa clé USB, enfin des clés USB qui viennent de n'importe où, ou des disques durs. Brancher le téléphone portable pour le recharger, ça peut comporter des risques parce que le téléphone portable il est relié à l'extérieur parce que c'est un GSM et que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas la certitude absolue que finalement par le câble de jonction qui relie l'appareil au PC, il ne va pas circuler des informations en plus du courant qui va recharger la batterie. Bref, il y a un certain nombre de règles comme ça qui sont bien connues et pour autant, on va tenter les gens de manière très simple. Une clé USB qui va être siglée par exemple de la collectivité locale et qui sera abandonnée sur le parking de la collectivité territoriale, eh bien quelqu'un qui va la ramasser va être tenté, alors il va avoir trois types de réactions. Je veux dire, la réaction exemplaire, ça va être de la remettre à son responsable SSI. Voilà. Je veux dire, la deuxième réaction possible, qui est un petit peu malhonnête, ça va être de dire ah bah chouette, une clé USB, je vais pouvoir la filer à mes gamins, et justement il y en a un qui m'en demandait, et puis voilà, terminé, elle va disparaître de la circulation. Et il y a une troisième solution, qui est celle de quelqu'un qui est fondamentalement honnête, qui se dit bah voilà quelqu'un qui travaille dans mon conseil départemental qui a perdu cette clé, et ben je vais regarder ce qu'il y a dessus, comme ça je vais retrouver le propriétaire et je pourrais lui rendre. C'est tellement embêtant de perdre une clé avec ses données. Ça doit manquer à quelqu'un. Et donc, je branche la clé sur mon ordinateur de bureau et voilà, et le système est enclenché parce qu'il y a un automatisme qui se met en marche, un autorun qui se déclenche et le tour est joué. Voilà. Donc tout ça pour dire que cette faiblesse de l'individu, alors elle est, je veux dire, on peut la regretter, on peut s'en plaindre, mais quoi qu'il en soit, elle est là, mais elle n'est pas, j'allais dire, c'est pas une fatalité complète. Alors l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, sur son site, vous propose un guide, un livret d'hygiène informatique qui s'adresse aux entreprises, mais également aux collectivités territoriales, et qui, en une cinquantaine de pages et 40 règles, va vous donner, j'allais dire, des guidanes, des limites à donner et à suivre pour avoir une vie numérique, on va dire saine, et qui vous mettra à l'abri déjà d'un certain nombre de difficultés. Alors c'est pas quelque chose qui va vous vacciner de manière définitive contre les problèmes, mais c'est une gymnastique de tous les jours qui permettra, lorsqu'elle est appliquée par tout le monde dans votre collectivité, de passer à côté d'un certain nombre d'attaques qui peuvent être graves de conséquences. Alors, on a parlé des mots de passe, on a parlé de l'identification forte des personnes. Alors, en gendarmerie, c'est quelque chose qu'on connaît bien. On a marché pendant très longtemps avec le binôme habituel identifiant mot de passe pour accéder au réseau. Actuellement, ce mot de passe, on nous demande tous les 6 mois de le changer. Et là, quand je dis qu'on nous le demande, on l'exige. C'est-à-dire que la machine nous envoie un message quelques semaines avant la fin pour nous dire voilà, ça fait votre mot de passe, ça fait 6 mois qui va être en place, il faut le changer. Si vous ne le changez pas, vous n'aurez plus accès au réseau et ça s'arrêtera là. Vous n'aurez plus accès au réseau. Donc ça se fait de manière assez sèche, mais voilà. Et en plus, comme la machine est bien faite et que les concepteurs ont pensé à tout, le nouveau mot de passe qu'on va utiliser,
il faut qu'il soit différent de ceux qu'on a utilisés précédemment. C'est-à-dire que la machine a une mémoire et elle se rappelle très bien que celui d'avant, il avait telle forme, et celui d'avant encore, et par conséquent, il nous incite à renouveler vraiment à chaque fois le mot de passe. Et en plus de ce binôme identifiant mot de passe, on a notre carte professionnelle avec une puce qu'on va insérer dans un lecteur et avec un code PIN. Et cette double sécurité, finalement, va nous permettre à nous d'accéder à nos fichiers. Donc dans les entreprises, dans les collectivités territoriales, l'architecture du réseau et notamment la gestion des droits est quelque chose d'extrêmement important. Dans l'absolu, il faudrait que l'organigramme de vos services en fait, corresponde à des droits d'accès aux différents serveurs et aux différents fichiers. Après tout, le personnel d'entretien n'a pas forcément besoin d'avoir accès à l'ensemble des fichiers de votre mairie ou de votre département, de la même manière que le service financier n'a pas forcément besoin d'accéder au service du personnel, et inversement, la secrétaire qui s'occupe de la gestion des embauches n'a pas forcément besoin d'avoir accès aux fichiers financiers. Voilà. Pour la gendarmerie, je reprends cet exemple qui est celui que je connais bien. L'organigramme dans lequel nous figurons en interne nous fixe des droits d'accès, et ces droits d'accès prennent fin automatiquement lorsque nous sommes mutés. Lorsque j'étais commandant de groupement de gendarmerie départementale, j'avais accès à l'ensemble des fichiers administratifs et judiciaires parce que ma fonction me l'imposait. Du moment où j'ai rejoint l'école des officiers de la gendarmerie nationale et ma nouvelle fonction, je n'ai plus eu accès à ces fichiers parce que je n'avais plus besoin d'en connaître. Et ce besoin d'en connaître, ça ne marche pas seulement pour les gens en uniforme et qui font des choses très sérieuses, ça marche aussi pour vous, dans vos collectivités territoriales, pour vos agents, parce que, encore une fois, chacun son métier et il n'y a aucune raison pour que tout soit partagé, à tout vent et avec toutes les personnes, quelle que soit la confiance, par ailleurs, que vous ayez en elles. C'est pas une question de ne pas faire confiance aux gens, hein, mais personne n'est à l'abri d'une erreur ou d'une quelqu'un qui est victime d'une tentative d'intrusion. Oui, alors je vous disais donc cette sécurité, enfin cette hygiène informatique, elle doit être élargie donc à la vie privée. Ça ne veut pas dire que d'abord vous ne pouvez pas interdire à vos personnels d'aller d'avoir une vie sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou que sais-je encore. En revanche, vous pouvez attirer leur attention sur un certain nombre de difficultés qui peuvent se présenter si par ailleurs, ils s'étendent de manière un peu large sur leur relation hiérarchique vers le haut ou vers le bas, ou bien en détaillant des problématiques qui n'ont pas à sortir par ailleurs du bureau dans lesquels elles sont traitées habituellement. C'est pas, je pense que personne d'entre vous n'apprécierait que un de vos collaborateurs s'épanche sur les différents candidats à un marché d'appel public, par exemple, d'offres publiques pour un chantier quelconque, en expliquant que tel entrepreneur, finalement, excusez-moi l'expression, c'est un sale con et qu'il n'y a pas de raison qu'on lui passe le marché, ce genre de choses. Alors d'abord, il y a des règles pénales et judiciaires. Hein. C'est quelque chose qui est surveillé et qui peut être également réprimé par la loi. Mais au-delà de cette simple question, il y a également une question d'intimité des relations de travail et puis de confidentialité de ce que vous traitez dans vos collectivités territoriales de façon habituelle. Voilà, moi je vais pas trop m'étendre davantage. Le major Cranier a quelque chose à vous montrer qui, je pense, vous interpellera. Moi, je vais conclure en disant que les mesures qui sont imposées par les responsables de sécurité des systèmes d'information dans les collectivités sont souvent vécues comme de vrais boulets qu'on traîne derrière sa cheville, parce que c'est embêtant de devoir s'identifier en permanence, c'est embêtant de devoir changer ses mots de passe, c'est embêtant de ne pas pouvoir installer le petit logiciel qui me permet d'écouter ma musique sur mon ordinateur de bureau. Tout ça, c'est très embêtant, c'est un fait, mais ça contribue, à sécuriser le réseau, parce que, comme je le disais au début de mon intervention, aussi sécurisé qu'il soit, c'est une erreur de penser que le réseau, par ailleurs, est complètement invulnérable. Et c'est absolument inutile de rajouter des vulnérabilités
par ailleurs, alors que voilà, votre responsable et vos informaticiens font tout pour rendre le système étanche. Voilà, moi j'ai terminé. Alors je vais laisser, avant de terminer cette table ronde, le major Cranier vous faire une... D'accord. Voilà, donc moi j'ai terminé. Je voudrais juste souligner, ça a déjà été dit et répété, mais vous possédez dans vos bases de données, et surtout vous pouvez accéder aussi à d'autres bases de données que vous ne gérez pas vous-même, où se situe vraiment, j'allais dire, l'intimité de vos concitoyens, ce que font leurs enfants, ce que gagnent leurs conjoints, l'état de santé de leurs parents. Et c'est absolument essentiel que tout ça soit préservé, parce que vous entendez et vous voyez dans la presse les dégâts qui sont régulièrement créés par des hackers qui vont déverser sur le net des informations qui n'ont pas à se trouver mises au grand jour. Voilà, donc alors, en attendant que le Major mette au point sa petite démonstration, j'allais dire, pratique, je vous offre la parole si vous avez des questions.